Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 4 août. Génocide à Gaza, les Palestiniens organisent les plus importantes funérailles de l'histoire de l'enclave, enterrant les restes de plus de 112 martyrs victimes des bombardements de l'entité sioniste survenus le 22 novembre 2023. Guerre au Moyen-Orient, le président iranien Massoud Pezeshkian dément les rumeurs sur son éventuelle démission à l'heure où le médiateur qatari évoque des efforts en cours pour trouver une solution diplomatique au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Un 7e cycle de négociations directes entre le Liban et l'entité sioniste s'ouvre à Rome sous l'égide des États-Unis le jour du 6e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée nationale populaire, l'occasion pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune de présider une cérémonie en l'honneur notamment des retraités de l'armée nationale populaire issus de l'armée de libération nationale. Et derrière le drame de Ceuta se dissimule peut-être une tentative marocaine d'accaparement de territoire. L'exode massif de Marocains ces derniers jours vers l'enclave espagnole cacherait des intentions d'atteinte à l'intégrité territoriale espagnole et par ricochet à celle des frontières sud du continent européen. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs ainsi que 10 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 377 martyrs et 174 230 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et le bilan des victimes du génocide à Gaza est bien entendu provisoire. Des milliers de victimes, 11 000 selon les autorités de Gaza, se trouvent encore sous les décombres. D'ailleurs, des Gazaouis ont organisé ce mardi des funérailles collectives après avoir déterré dans le quartier Al-Sabra au sud de la ville de Gaza des restes humains appartenant à 112 Palestiniens, pour la plupart issus des 2 grandes familles, Abu Sharia et Al-Hassaniya, assassinés par les forces de l'entité sioniste lors de frappes survenues le 22 novembre 2023. Un carnage lors duquel 308 Palestiniens étaient tombés en martyrs, dont 40 enfants, 30 femmes et 7 personnes handicapées. Les personnes déplacées de la bande de Gaza ont fait part de leur désarroi après que leur site de réinstallation a été touché lors d'une nouvelle frappe aérienne de l'entité sioniste. La terreur donc l'entité sioniste qui a engendré par ces attaques des bouleversements répétés, plongeant de nombreuses familles dans la consternation. Je m'appelle Yahya Hassouna, nous vivions dans cette tente détruite. Nous dormions quand nous avons entendu crier quelqu'un « Sortez, sortez, il va y avoir une frappe ». Quelques instants plus tard, nous avons couru pieds nus et réveillé les enfants. Nous les avons pris dans nos bras et nous nous sommes mis à courir sans savoir où aller. Nous n'avons même pas eu le temps d'emporter nos affaires. À notre retour, nous avons constaté que la tente était détruite. C'est la 15e fois que je me déplace. Je n'ai personne pour me soutenir. Que nous arrive-t-il et pourquoi ? Je ne peux plus prendre les décisions que je prenais auparavant. J'ai besoin de quelqu'un qui décide pour moi et me dise « Fatima, viens ici, il y a un abri pour toi ». Parce que je n'ai même pas de matelas pour dormir. Il n'y a même pas de couche pour ma fille, ni rien d'autre. J'ai une fille d'1 an et demi et un garçon de 13 ans. Malheureusement, ils n'ont connu que cette misère dans leur vie. Je n'ai aucun soutien. Que suis-je censée faire ? Les Nations Unies ont dénoncé la poursuite des frappes aériennes, des bombardements et des tirs menés par les forces de l'occupation sioniste dans différentes zones de la bande de Gaza au cours des 2 derniers jours, ayant fait des dizaines de martyrs palestiniens.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires indique que des frappes aériennes, des bombardements et des tirs quotidiens se sont poursuivis à Gaza durant le week-end, faisant des dizaines de victimes, dont des enfants et d'autres civils. La plupart des frappes sont signalées dans l'ouest de Gaza, sur la moitié de la bande de Gaza, où se concentre la quasi-totalité des 2,1 millions d'habitants. Nous condamnons tous les meurtres de civils comme nous l'avons toujours fait. Comme vous l'avez remarqué, j'ai souligné dès le début les différentes frappes qui ont eu lieu au cours du week-end, notamment contre l'hôpital El-Aqsa. Et sur instruction du président algérien, le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce soir à Amman, la capitale jordanienne, où il prendra part à la réunion ministérielle pour le soutien à Al-Quds et à ses lieux saints. Cette rencontre réunira demain les membres du comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures illégales de l'entité sioniste dans la ville occupée d'Al-Quds, ainsi que des représentants de l'Indonésie, du Pakistan, de la Turquie et de la Malaisie. La tenue de cette réunion intervient dans un contexte de détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés, marqué par l'escalade continue des agressions de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et ses tentatives de saper son projet national. Je vous en parlais en titre, le président iranien Massoud Pezeshkian a rejeté les rumeurs selon lesquelles il comptait renoncer à son poste. Selon l'agence de presse officielle IRNA, Pezeshkian a affirmé qu'il ne démissionnerait pas et continuerait à travailler avec détermination. Sa déclaration concernant les rumeurs devrait être diffusée tard ce mardi. Et s'agissant de la guerre au Moyen-Orient, Doha a indiqué que des efforts étaient en cours pour trouver une solution diplomatique au conflit entre les États-Unis et l'Iran et que des médiateurs, dont le Qatar, le Pakistan et Oman, coordonneraient étroitement leurs efforts pour faciliter les négociations et les échanges entre les deux parties. Nous pouvons confirmer que les efforts se poursuivent avec toutes les parties. Nous privilégions une solution diplomatique. Comme vous le savez, des initiatives sont actuellement en cours sur le terrain et progressent rapidement. Nous travaillons avec toutes les parties pour mener à bien ces efforts. Je peux donc confirmer que les efforts se poursuivent. Malgré les efforts en cours, la diplomatie qatari a par ailleurs tempéré les attentes en confirmant qu'aucun accord n'avait été finalisé, se disant toutefois optimiste quant à un déblocage imminent de la situation. Comme nous l'avons dit, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant et la situation pourrait évoluer dans les heures ou les jours à venir. Nous restons néanmoins déterminés à parvenir à un accord. Concernant la nature des négociations en cours, notre priorité est de les reprendre. Pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies sur le terrain. La première et la plus importante est bien sûr le rétablissement d'un cessez-le-feu, la garantie que les navires ne seront pas attaqués et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et selon le ministre américain des Finances, Scott Bessent, un accord pour ouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici demain avec l'Iran, affirmant être en discussion avec les Iraniens. We've seen President Trump last week. Nous avons vu le président Trump la semaine dernière menacer ce qui aurait été l'une des plus grandes campagnes militaires ou la plus grande campagne militaire depuis la Seconde Guerre mondiale contre les Iraniens. Et maintenant, nous sommes en discussion avec les Iraniens et je pense qu'il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et aller vers une normalisation. Et ce, parce que leur force aérienne est anéantie, leur marine est anéantie, une partie substantielle de leurs missiles est anéantie. Plus important encore, leur capacité de production de missiles est anéantie. Donc tout ce qui se passe dans le Golfe profitera au Japon et en effet au reste du monde. So, anything that happens in the Gulf will benefit Japan and indeed the rest of the world.
Les Iraniens participant à la cérémonie d'Al-Arba'in à Téhéran, l'un des plus grands rassemblements religieux annuels, ont rejeté les négociations au vu des menaces et derniers revirements américains. Les Iraniens ont également rejeté toute concession concernant le détroit d'Ormuz. Nous devons absolument conserver le détroit d'Ormuz à tout prix. Nous ne devons jamais l'abandonner et nous ne devons jamais céder, même face à de graves menaces, même face à la menace d'une attaque terrestre ou aérienne contre notre pays. Nous ne devons en aucun cas reculer, nous devons le conserver car c'est notre trésor, notre atout et il appartient aux Iraniens eux-mêmes. On ne peut pas négocier la paix avec quelqu'un comme Trump, même si les négociations impliquent qu'il quitte la région au plus vite. Il n'y a rien de mal à cela. Ces négociations ne causent aucun problème si elles aboutissent à un retrait total des États-Unis de la région dans les meilleurs délais. Affirmer que les négociations sont fondamentalement mauvaises est donc une erreur. Et à propos de négociations, un 7e cycle de négociations directes entre le Liban et l'entité sioniste s'est ouvert ce mardi dans la capitale italienne, Rome, sous l'égide des États-Unis. Des délégations des deux parties participent à ces pourparlers pour évoquer des dossiers liés à la mise en œuvre de l'accord cadre signé sous la médiation américaine. Le Liban qui commémore le 6e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, l'une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées et qui a fait au moins 220 morts, des milliers de blessés et a endommagé des quartiers entiers de la capitale. Aujourd'hui, la vérité est exigée pour faire toute la lumière sur cette affaire. Abala Mazian Zitouni. Le 4 août 2020, une date sombre pour les Libanais. Une double explosion dans laquelle un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposé dans un entrepôt portuaire depuis des années a explosé au port de Beyrouth. Tous les bâtiments situés autour du port ont été détruits ou endommagés, dont celui du fournisseur d'électricité publique du Liban. De nombreuses voitures ont été endommagées et le bilan humain était d'au moins 220 morts. Plus de 60 disparus, 6500 blessés et plus de 300 000 sans-abri. 6 ans après l'explosion qui a pulvérisé le port de Beyrouth, la justice se fait toujours attendre. Le président libanais réclame la publication de l'acte d'accusation, appelant ainsi à passer à l'étape des inculpations. Joseph Aoun a ajouté que la justice libanaise est appelée plus que jamais à prouver son indépendance et sa capacité à rendre justice aux victimes. Le ministre libanais de l'Information, Paul Morkes, a annoncé que la publication de l'acte d'accusation concernant l'enquête sur l'explosion est espérée dans les prochains mois. Une réunion gouvernementale présidée par le Premier ministre et juge Nawaf Salem a confirmé que l'acte d'accusation serait émis au plus tard dans les prochains mois. Il a souligné que sous l'administration actuelle et le mandat de ce gouvernement, aucun obstacle n'entrave plus l'enquête. Au contraire, le processus est facilité et l'acte d'accusation est en voie d'être finalisé. Hiem al-Bakay réclame la vérité totale et la justice pour son fils tué dans l'explosion du port. Elle exige que les noms des responsables de la tragédie soient révélés. Nous avons le droit de connaître toute la vérité. Nous voulons la vérité entière, sans protection pour quiconque. Nous voulons la vérité, y compris les noms. Qui a fait venir le nitrate, qui l'a importé, qui l'a stocké et qui l'a fait exploser. Nous voulons que la justice réponde à ces questions. Nous attendons actuellement l'acte d'accusation dans lequel, dit-on, 70 personnes sont mises en cause. Des années après l'explosion, les silos restent le témoin silencieux de l'un des traumatismes les plus profonds de l'histoire du Liban. Au-delà du débat sur leur avenir, une réalité demeure. Sans vérité ni justice, il est difficile pour les familles des victimes et pour le Liban de tourner la page.
Je vous le disais en titre, l'Algérie célèbre ce mardi la journée nationale de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé au Cercle national de l'armée Abdi Messous à Alger une cérémonie en l'honneur des retraités de l'armée nationale populaire issus de l'armée de libération nationale, des familles de martyrs du devoir national ainsi que des grands invalides et blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Auparavant, le président algérien avait observé une minute de silence à la mémoire des victimes des tragiques accidents de la route survenus récemment dans les wilayas de Boumerdès et de Timimoun, ayant coûté la vie à plusieurs enfants de l'Algérie. Cette journée est célébrée cette année sous le slogan « Armée nationale populaire », l'Algérie d'abord, l'Algérie ensuite, l'Algérie toujours. Coopération, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a reçu ce mardi son homologue nigérian Ahmed Dounouma Oumar dans le cadre de la visite qu'il effectue en Algérie. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations historiques d'amitié, de coopération et de concertation liant l'Algérie et le Nigeria sur les plans politiques, économiques et énergétiques et à travers les grands projets de partenariat stratégique lancés par les deux pays pour impulser la dynamique de développement et renforcer les infrastructures à l'échelle du continent africain. Il s'agit notamment des projets du gazoduc transsaharien TSGP, de la route transsaharienne et de la dorsale transsaharienne à fibre optique. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à les concrétiser et échanger les vues sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. Par ailleurs, Lounès Magraman a reçu le secrétaire général de l'initiative verte pour le Moyen-Orient, Ibrahim Ben Mohamed Al-Torki, dans le cadre de la mission de travail qu'il effectue en Algérie. La rencontre a permis de passer en revue les opportunités et les perspectives de coopération avec cette organisation dans les domaines prioritaires, en accord avec la vision de l'Algérie en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique, conformément aux orientations du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans ce domaine. Les deux parties ont également évoqué les préparatifs en cours en prévision de la présidence de l'Algérie du Conseil ministériel de l'initiative pour le mandat 2027. Je vous en parlais en titre à présent concernant Madrid plutôt a affirmé avoir renvoyé au Maroc 70 000 des 72 000 migrants qui étaient entrés la semaine dernière sur son territoire nord-africain de Ceuta, un chiffre revu à la hausse par le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska à l'issue d'un appel vidéo avec ses homologues de l'Union européenne. Par ailleurs, le nombre des migrants morts en ayant tenté de rejoindre Ceuta la semaine dernière a grimpé ce mardi à 75 selon la préfecture de cette enclave espagnole. Et derrière le drame se dissimule peut-être une tentative marocaine d'accaparement de territoire. L'exode massif de Marocains ces derniers jours vers Ceuta et Melilla, qualifié de crise migratoire, ne cacherait-il pas des intentions d'atteinte à l'intégrité territoriale espagnole et par ricochet à celle des frontières sud du continent européen, ce qu'il a tenté d'y répandre. Depuis l'exode de migrants marocains à Ceuta, de plus en plus de voix partout en Espagne et en Europe dénoncent cette énième machination du Palais Royal et appellent à des mesures strictes et coercitives contre l'appétit vorace du Maroc. Car il s'agirait de la crise de souveraineté nationale la plus grave de la frontière sud de l'Europe. Avant d'aborder les réactions, un petit point d'histoire s'impose. C'est Melilla et espagnol depuis le XVe siècle, Ceuta était portugaise. En 1580, sous le règne de Philippe II et à la faveur de l'Union ibérique, Ceuta passe sous la couronne espagnole. Ces deux territoires étaient donc espagnols des siècles avant l'existence de l'État marocain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'enclave coloniale issue de partage européen de l'Afrique. Par conséquent, il n'existe aucune résolution de l'ONU qui contraigne l'Espagne à négocier leur statut. Le Maroc n'a donc aucune légitimité ni aucun droit sur ces deux territoires si jamais ses intentions, qui ne sont pas cachées, étaient de s'accaparer Ceuta
Emilia. Parenthèse fermée, cela étant dit, l'on comprend mieux donc les réactions des Espagnols et de leurs partenaires européens qui s'insurgent contre l'exode marocain à Ceuta, utilisé selon eux comme instrument de déstabilisation des frontières sud de l'Europe et du continent tout entier. C'est pour la classe politique espagnole, l'intégrité territoriale de l'Espagne ne se négocie pas, mais se défend. Les partenaires européens, eux, insistent sur la nécessité d'apporter une réponse européenne commune, unie et solidaire à la crise migratoire et de refuser l'instrumentalisation de l'immigration comme moyen de pression. Certains pays, à l'instar de la Pologne, invitent l'Espagne à adopter une politique migratoire plus ferme en renforçant la protection de ses frontières extérieures. Dans ce sillage, le Parlement européen a convoqué une session extraordinaire de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures afin de débattre de la gravité de la situation marquée par l'instrumentalisation migratoire et l'insécurité à Ceuta et Melilla. Les événements survenus à Ceuta et Melilla ne relèvent pas d'une simple crise migratoire. Il s'agit de l'instrumentalisation de dizaines de milliers de personnes utilisées comme moyen de pression contre la frontière extérieure de l'Union européenne. Ceuta n'est pas seulement une frontière espagnole, elle constitue la frontière extérieure de l'Europe. Ce qui est en jeu dépasse la simple intégrité territoriale de l'Europe, c'est la crédibilité de l'espace Schengen et du projet européen dans son ensemble qui est remis en cause par cette énième dérive marocaine. Et alors que le Maroc, l'Espagne et le Portugal doivent co-organiser la Coupe du Monde 2030, la bataille pour accueillir la finale est déjà engagée. Rabat multiplie les manœuvres parfois margouilleuses pour s'imposer comme hôte de cette finale au détriment de la concurrence loyale. Explication avec Maria Chouyer. Le Santiago Bernabéu, le stade pharaonique Hassan II, deux stades d'une seule finale et une bataille d'influence qui dépasse largement le terrain. Pour décrocher le match le plus prestigieux de la Coupe du Monde 2030, Rabat a fait du football un véritable instrument diplomatique, une stratégie résumée par cette phrase devenue célèbre de l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis. 90 minutes de football valent plus que 2 ans de diplomatie. Dans cette logique, le Royaume multiplie les initiatives sournoises. L'ouverture du siège régional de la FIFA à Rabat, en présence de Gianni Infantino, illustre cette volonté de renforcer ses liens par des moyens détournés avec l'instance dirigeante du football mondial. Le grand stade Hassan II de Casablanca, avec ses 115 000 places, en construction avec l'argent du contribuable marocain, sera conçu juste pour détrôner le Santiago Bernabéu et devenir la vitrine du Maroc lors du Mondial 2030, au moment où les victimes du séisme 2023 ayant frappé le Maroc ne sont toujours pas relogées. En Espagne, plusieurs responsables dénoncent une stratégie destinée à court-circuiter l'influence historique de Madrid au sein de la FIFA. Rabat est accusé de mener un lobbying intensif en s'appuyant sur ses relais au sein de ses confédérations africaines et asiatiques afin de peser sur les futures décisions. Pour ses détracteurs, il s'agit de manœuvres agressives, voire de magouilles, destinées à faire basculer l'attribution de la finale au profit du Maroc. À cette bataille d'influence s'ajoute un investissement colossal puisé dans l'argent du peuple. En effet, le royaume fait face à des difficultés économiques et sociales, illustrées par l'évasion massive de 72 000 Marocains vers Ceuta. La construction du grand stade Hassan II est pour certains observateurs le reflet d'une politique de sport washing, visant à renforcer son image internationale grâce au sport au détriment des besoins les plus élémentaires du peuple marocain. Derrière la course à la finale se dessine ainsi un affrontement où football, diplomatie et géopolitique avancent désormais main dans la main. Des tensions autour de Ceuta aux interrogations sur les capacités organisationnelles du royaume. Le débat dépasse aujourd'hui le simple cadre sportif. Le Maroc est-il réellement prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030 ? Dans l'actualité également, le service fédéral de sécurité russe a annoncé ce mardi avoir mis en échec une tentative d'assassinat ciblant un haut responsable de la péninsule de Crimée. Dans un communiqué officiel, le FSB a indiqué qu'un citoyen russe avait été arrêté alors qu'il planifiait ce qu'il a qualifié, je cite, d'attaque terroriste contre ce responsable agissant sur ordre des services de renseignement militaire ukrainiens.
Et puis enfin, sport football, la Fédération algérienne de football a officialisé la fin de sa collaboration avec Vladimir Petkovic d'un commun accord après une élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Suisse. Désormais, la FAF s'active pour lui trouver un successeur en vue de la CAN 2027. La presse spécialisée évoquant déjà une forte orientation vers la piste d'un entraîneur espagnol pour diriger la sélection nationale. Le prochain entraîneur devra mener de front la reconstruction de l'équipe et la transition générationnelle. Voilà, et c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.